Salut à toutes et tous, il est 18h à Paris, 19h à Beyrouth, 20h à Bagdad, il est déjà demain à Sydney et Tokyo, il est 16h en temps universel, il est surtout l'heure que vous voulez sur Twitch. Bonsoir et bienvenue, salut Angel Boubou, salut Julot, salut Pandelouche, salut Hélène. Installez-vous, venez poser vos questions, vos coups de gueule, ou peut-être juste nous faire un coucou, c'est promis, on essaie de répondre à tout le monde. Il y a déjà plein de gens sur le chat, c'est cool. Il y a déjà Flouki qui se croit en enfer et donc il y est, je pense que c'est Rimbaud effectivement. Et on a Rudolf qui nous dit il faut mourir plusieurs fois avant de pouvoir vivre vraiment, et c'est Charles Bukowski. Bienvenue à tous. Ce soir, on va parler de quoi ? On va parler de troubles bipolaires, de troubles alimentaires, de dépression, de burn-out. On va parler d'intranquille, de vague à l'âme, de morale dans les chaussettes. On va parler de solitude. On va parler de nuit sans fin. Puis on va aussi parler surtout du jour qui revient, des vies normales de gens normaux et aussi. On va se refiler des bons tuyaux pour prendre soin de soi, pour s'écouter ou pour écouter un peu mieux les autres. Ce soir, on va parler de santé mentale. On en parle parce qu'en France, une personne sur deux serait atteinte d'un trouble psychique au cours de sa vie, sera atteinte d'un trouble psychique au cours de sa vie. On en parle aussi parce que là, maintenant, tout de suite, environ un adulte sur 5 en souffre et que ça concerne donc plus de 12 millions de personnes. C'est beaucoup. On en parle parce que la semaine dernière, le 10 octobre, c'était la journée mondiale de la santé mentale et qu'on s'est dit que le sujet n'était pas forcément lié à une journée en particulier. Et on en parle enfin parce que la santé mentale des Français, notamment celle des jeunes, est toujours dégradée en 2023. C'est ce que nous rapporte une étude de l'Agence sanitaire Santé publique France, rendue publique la semaine dernière, avec on suit plein de questions. Qui ça concerne ? Comment on vit avec une maladie psychiatrique ? Comment on peut être aidé ? Est-ce que ça se soigne ? Comment ça se soigne ? Est-ce qu'on met suffisamment de moyens sur la table pour que ça se soigne ? Et puis aussi, comment on sort de l'isolement ? Comment on peut aider un proche ? À quel moment on a besoin d'être aidé ? Est-ce qu'on n'est pas un peu discriminé aussi quand on souffre dans sa tête alors qu'on ne l'est pas vraiment quand on a une grippe ou un rhume ? Ça fait donc plein de questions et donc je crois plein de réponses à dessiner. C'est ce qu'on va tenter de faire avec vous dans le chat bien sûr. Salut Joku, salut Kai, salut Flouki qui nous ont rejoints. Donc avec vous dans le chat mais aussi avec 3 invités. À ma gauche, Christelle Tissot. Bonsoir. Salut Christelle, toi tu es une ancienne de Vice que tu as quitté pour fonder Musae, le premier média sociétal qui dédramatise et démocratise la santé mentale pour les jeunes générations. Exactement, je vois que vous êtes bien renseigné. Je suis très bien renseigné. En face de moi, Michael Worms-Herminger, tu es chercheur et enseignant en santé publique, producteur du podcast Les mots bleus. C'est tout à fait ça. Tu es aussi l'auteur d'un livre, ça s'appelle Vivre avec un trouble de santé mentale, paru chez Marabout. On va y revenir dans quelques minutes. Salut Michael et bienvenue. Salut. Et à ta droite, et en face de moi, Maud Cléry. Salut Maud. Maud qui nous a rejoint in extremis parce qu'on a un invité qui s'est décommandé. Maud qui a pris son taxi pour venir filer à la maison de la radio, qui est arrivé très en avance. Salut Maud, bienvenue. Bonsoir. Toi, tu es psychologue spécialisé en neuropsychologie. C'est ça ? C'est ça, exactement. Tu travailles en centre expert schizophrénie et en centre de réhab psychosocial. Exactement. Bienvenue à tous les 3, pardon, je perds mes fiches. Tous les 2, vous avez créé un média sur la santé mentale. Alors, le premier qui veut répondre commence. Pourquoi il fallait créer un média sur la santé mentale ? Parce qu'il existe des rubriques dans les magazines, à la télé, la radio. Il fallait un média spécifique pour parler de santé mentale ? La réponse est oui, je crois. La réponse est... Il y a tonton Nike qui dit yo, Maud. Yo. Pardon, la réponse est oui, pardon, je t'ai coupé. Ouais, alors moi j'ai créé effectivement un média sur la santé mentale parce que ça n'existait pas vraiment, surtout avant. J'ai effectivement, comme tu disais, quitté Vice fin 2019. J'ai commencé à bosser sur le sujet de la santé. Vice, c'est un média en ligne Ouais, c'est un média en ligne, c'était un média en ligne, effectivement, qui est à la base canadien, puis américain, et qui parlait surtout de contre-culture et de sujets de société, et qui parlait déjà beaucoup, en fait, de santé mentale, mais surtout dans les colonnes UK, US et australiennes du média, et pas tellement en France. Et en fait, moi, je me suis dit, mais en fait, c'est fou qu'on en parle autant dans ces pays-là et pas chez nous. Pourquoi ? Alors que moi, effectivement, j'en avais besoin en tant que personne concernée. Et finalement, voilà, j'ai créé le média que j'aurais bien aimé trouver à une époque en langue française. Et je l'ai lancé en 2021 et puis voilà, le Covid a mis un gros coup de projecteur sur le sujet et voilà, et maintenant effectivement le sujet est devenu un peu s'est mis sur le devant de la table et en fait voilà, le terme santé mentale est effectivement connu. Après, est-ce qu'on sait de quoi on parle, ça c'est autre chose, mais je pense qu'on va en parler ce soir. Absolument, Mickaël. Ouais, comme Christelle en fait, moi j'ai fait un constat qui était que en fait il n'y avait pas grand chose qui ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'est vrai que comme tu le disais, c'est des colonnes souvent dans des journaux, dans des magazines qui sont plus généralistes. C'est vrai pour le coup, pour moi c'est un podcast sur la santé mentale, il n'y avait pas grand chose. Il y en avait certains qui étaient faits par des professionnels qui restent très cadrés, professionnels, etc.,
ce qu'on reproche souvent en fait au domaine de la psychiatrie, c'est qu'on laisse assez peu la parole aux personnes qui vivent en fait les troubles psy. Ça se fait de plus en plus maintenant et c'est ce qu'on a tenté de faire aussi avec ce podcast Les mots bleus que j'ai créé aussi. Du coup on est trois, il y a Manon Combe, Alex Rocher aussi, parce que je traversais une période qui était difficile aussi et j'aurais bien voulu en fait avoir ce genre de contenu en fait positif, parce que c'est vrai que quand on parle de santé mentale, souvent on confond avec maladie mentale, parce que voilà, on fait pas la distinction comme le disait Christelle, on sait même ça, pas. On va en parler. Il existe une santé mentale et on peut être en bonne santé mentale et ça s'entretient la santé. Et Maud, ça fait écho ce que disent Christelle et Mickaël, ça fait écho à ce que tu constates dans ta vie de praticienne. C'est bien qu'il y ait des médias comme ça. Alors ça fait non seulement écho parce que moi je rencontre des patients tous les jours qui eux-mêmes s'auto-discriminent en fait, s'auto-stigmatisent, alors qu'en fait on en voit tous les jours des patients qui arrivent à vivre avec leur pathologie, parce que parfois effectivement il y a des pathologies qui sont chroniques, et ça c'est important de le rappeler aussi, c'est que parfois on a une pathologie psychique, on vit avec, c'est vrai, mais on s'en rétablit, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre une vie entre guillemets normale, ou en tout cas dans laquelle on se sent bien. Parfois, il y a besoin d'un traitement médicamenteux, il y a besoin d'un soin psychothérapeutique toute la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre avec. Donc c'est super qu'il y ait des podcasts comme ça pour donner aussi espoir aux gens qui vivent avec, et puis aussi apprendre aux gens qui n'ont pas de pathologie que ces gens-là sont pas des monstres. Et je le dis parce qu'il y a des gens qui le pensent vraiment, et c'est problématique. Il y a Pandeluge dans le chat qui dit c'est presque plus facile d'avoir un handicap qui se voit et pas un handicap mental. C'est vrai, ça ? Ah bah, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, oui, c'est que la semaine dernière, on faisait un talk sur le handicap invisible, dont les troubles de santé mentale font partie, mais pas que. Il peut y avoir la sclérose en plaques, l'endométriose, etc. Avec un autre média qui s'appelle Petite Mue, qui parle de ce sujet. Et 80% des handicaps sont des handicaps invisibles, mais pourtant, effectivement, ils sont très peu acceptés, très peu expliqués, parce que c'est comme pour la santé mentale, finalement, tant qu'on voit pas les choses, l'intangible, c'est quand même compliqué de se l'appréhender. Et puis après la santé mentale aussi, comme tu disais, c'est aussi un sujet qui est hyper stigmatisé parce que quand on parle de schizophrénie, tu as l'impression effectivement qu'on parle de faits divers assez graves, assez sanglants, pareil sur la bipolarité, etc. Alors que tu peux vivre avec un trouble de santé mentale et vivre, avoir une vie effectivement tout à fait normale. Mickaël ? Ouais, je rejoins tout à fait ce que dit Christelle sur les 80%, etc. Moi, je pars toujours du principe qu'on est dans cette société où, quand ça ne se voit pas, ça n'existe pas, en fait. D'autant plus que, quand on passe à une personne en situation de handicap, on pense directement à une personne en fauteuil roulant. Alors que c'est même pas 5% des personnes en situation de handicap, mais c'est le truc qu'on voit le plus. Et c'est pareil, quand on voit des événements aussi, comme le Téléthon, par exemple, on aime bien montrer des gens parce qu'ils ont une pathologie qui se voit. Et c'est vrai que pour les pathologies psy, en fait, ça peine vraiment à se développer parce que en fait à la télé ça rend pas bien, en fait il y a rien à voir. Je prends aussi toujours l'exemple de films sur la dépression ou autre, en fait. Si on doit se mettre dans le quotidien, dans la peau d'une personne qui vit avec une dépression, ce serait chiant, en fait, il n'y a rien à voir. On verrait une personne qui, la plupart du temps, va ne rien pouvoir faire parce qu'elle est paralysée par la maladie. Et en fait, visuellement, c'est chiant. Et comme on vit vraiment dans ce prisme vraiment très, très visuel, il faut des photos, il faut de la vidéo, il faut que ça se voit, il faut qu'il y ait du clic, il faut qu'il y ait de l'audience, en gros. C'est compliqué d'en parler. Et en fait, comme on a ces maladies aussi dont on pense qu'elles concernent plus l'individu en soi, donc en fait c'est même pas quelque chose qui est malade en soi, c'est soi qui est malade en entier, donc on est un malade, en fait. On ne sait même pas qu'on a une maladie, on est un malade, justement parce que c'est quelque chose qui se voit pas, c'est pas un germe cassé, je sais pas, en chaise roulante, c'est un truc à l'intérieur, il y a un truc à l'intérieur, donc est-ce qu'il est vraiment humain ? On sait pas. Maud, je te vois acquiescer. Oui, je suis totalement d'accord. J'ajouterais aussi qu'il y a des pathologies où parfois ça peut se voir, sauf que parfois c'est associé un caprice ou voilà. C'est ce que Pandeluge dit, c'est conseil des autres souvent, prends-toi en main, c'est une question de volonté. Voilà, c'est ça, en fait c'est une question de volonté. Alors c'est marrant parce qu'on parle de dépression, mais en fait, donc, je travaille en schizophrénie. En schizophrénie, il faut savoir... Alors peut-être pour ceux qui n'ont jamais rencontré la pathologie, c'est quoi la schizophrénie ? Rapidement, la schizophrénie... Parce que les gens ont une image de la schizophrénie, effectivement, qu'on retrouve dans le cinéma, c'est plaisant pour le cinéma parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose à voir, mais en fait pas forcément. C'est ça, c'est qu'on en joue en fait, mais en fait la schizophrénie c'est pas forcément quelqu'un qui paraît complètement fou. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire fou ? La schizophrénie, ça peut se
définir en gros en une triade. Avec des symptômes positifs, donc tout ce qui va être un peu hallucination, notamment hallucination auditive, des délires, l'impression que les gens se moquent de nous, etc., que les gens sont méchants. Et puis il y a les symptômes négatifs, où là c'est tout ce qu'on devrait observer et qu'on n'observe pas. Par exemple, on retrouve des choses qui ressemblent à la dépression, même si ce n'est pas de la dépression. Par exemple, on peut retrouver un manque de motivation, une difficulté à faire les choses, à les initier, et une tendance, par exemple, à rester toute la journée au lit. Souvent, nos patients, c'est le cas. Et puis, il y a la désorganisation. Donc là, c'est un peu plus complexe avec soit des comportements ou des idées qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Ça fait des comportements ou des discours un peu bizarres. Voilà, la schizophrénie, c'est ça. Et pour revenir à ce que disait mon collègue, c'est que donc du coup, dans ces pathologies-là, on retrouve effectivement des choses où en fait la personne ne peut rien faire, est prise au piège par sa pathologie parce qu'en fait, elle peut plus agir. Et on voit ça. Et puis à côté, on va voir des pathologies où ça va être un peu plus, par exemple, dans la schizophrénie avec une personne qui va avoir justement des comportements bizarres, comme je disais. Donc là, ça se voit. On va avoir une personne qui, du coup, va par exemple parler toute seule parce qu'en fait, elle est en train de parler à quelqu'un que nous, on ne voit pas. Et donc, du coup, ça se voit. Et les gens, tout de suite, ah, mais c'est qui celui-là ? Donc du coup, forcément, on n'a pas envie d'aider parce qu'en fait, on voit la personne malade comme quelqu'un de bizarre. Et donc du coup, on s'en éloigne plutôt que d'aller aider ou d'essayer de comprendre. On peut vivre à peu près normalement en étant schizophrène, atteindre un trouble. Si on peut vivre normalement, relativement normalement. Alors, on retrouve pas forcément. C'est pour un peu casser les idées peut-être reçues. Oui, bien sûr, mais c'est super intéressant. C'est qu'on peut retrouver une vie dans laquelle on peut avoir une vie familiale, une vie professionnelle, avoir des amis. C'est possible avec du temps. C'est ce qu'on appelle la réinsertion socio-professionnelle. Par contre, il faut aussi ne pas donner l'espoir aux personnes que forcément elles vont retrouver la personne qu'elles étaient avant. Parce qu'en fait, elles vivent avec une pathologie, mais elles peuvent vivre avec. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vivent sans non plus. Et ça, c'est important de pouvoir le dire. Mais par contre, c'est pas parce qu'on vit avec une pathologie qu'on peut pas vivre convenablement. Voilà, et c'est important de le dire, je pense. Christelle, je t'ai coupé la parole, j'ai l'impression, d'un geste malheureux. Oui, non, je voulais rebondir effectivement sur ce que tu disais. En fait, le principal problème aussi avec la santé mentale, c'est que ça fait peur. Et c'est que les gens ont peur. En fait, les gens flippent parce que les gens ne connaissent pas, mais aussi parce que c'est dépeint effectivement de manière un peu sensationnaliste et par plein de gens. Enfin, on parle du cinéma, mais on parle aussi des médias, dans l'imagerie collective aussi de manière générale. Et c'est vivre avec, ça veut dire aussi vivre avec eux en fait, apprendre effectivement, s'intéresser en fait à ce type de personnes, s'intéresser en fait à ce type de troubles. Et en fait, la santé mentale, c'est pas uniquement ça. En fait, on a tous une santé mentale comme on a tous et tous une santé physique. Et après, elle est traversée par plein de choses. La même chose, on peut se casser une jambe, on peut avoir une petite toux, on peut avoir des maladies plus graves. C'est exactement la même chose pour la santé mentale. Alors, si on doit le définir en 3D, c'est quoi l'objet santé mentale ? Il y a quoi dedans, par exemple ? Alors, pour moment scolaire. C'est le moment. Ce que dit l'OMS. Service public. C'est ça. Faire de la pédagogie. C'est que c'est un état de bien-être qui te permet en fait d'être bien dans ta vie de tous les jours. Donc ta vie de tous les jours, c'est quoi ? C'est effectivement être en interaction avec les gens. Donc c'est dans ta vie amoureuse, dans ta vie avec tes potes, dans ta vie avec ta famille. C'est pouvoir aussi travailler de manière convenable. C'est aussi pouvoir interagir avec le monde. Donc ça veut dire aller voter, s'engager effectivement. Aller danser, kiffer, la vie quoi. Et c'est pour ça que c'est important, se vivre avec, il doit venir dans les deux sens, pas uniquement des personnes qui sont atteintes de troubles, qui doivent se forcer à rentrer dans une normalité, mais aussi inverser le spectre. Et c'est en ça, je pense que nos démarches aussi se rejoignent. C'est en fait éduquer aussi les gens qui ne connaissent pas en fait ce que sont les troubles et la santé mentale. Et quand est-ce qu'on approche de la sortie du cadre, si je puis dire ? Quand est-ce qu'il faut s'alarmer quand pour soi on se dit peut-être que je sors du cadre d'une bonne santé mentale ? Peut-être que j'ai développé quelque chose que je m'en suis pas vraiment peut-être rendu compte. Alors moi, je vais avoir une réponse sociétale, mais après pas médicale comme vous. Moi, je pense que c'est quand on s'isole. D'un point de vue, en fait, c'est effectivement quand on s'isole. L'isolement, c'est ce qu'il y a de pire en fait dans la santé mentale. C'est toujours un facteur aggravant. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé pendant le Covid, parce qu'on s'est tous retrouvés un petit peu seuls d'une manière ou d'une autre, et notamment les étudiants et les étudiantes. Et c'est pour ça que ne serait-ce que le terme santé mentale a commencé à émerger sur le devant de la scène. Ça, c'est d'un point de vue sociétal. Docteur au pluriel, donc. Et pour le coup, d'un point de vue
plus clinique, en fait, c'est toute la question du normal et du pathologique. Hein. À quel moment je sors du cadre normal, entre guillemets. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est quand on parle de normes, c'est pas à l'échelle de la société, c'est à son échelle personnelle. C'est qu'on a son fonctionnement habituel. Et c'est justement quand on a ce fonctionnement qui commence à dévier de ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, si je sais pas, on aime bien aller au ciné tous les week-ends, on aime bien aller au resto avec ses potes la semaine, et que d'un coup on n'y arrive plus, on n'a plus envie, on n'y prend plus de plaisir, c'est là en fait qu'il commence à y avoir des questions à se poser. Si ça dure, voilà, s'il y a une durée de plusieurs semaines, plusieurs mois, et une souffrance qui est associée, vraiment un impact sur le quotidien, une souffrance qui est associée, et c'est là qu'on se rend compte que typiquement le pathologique, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un diagnostic, une liste de symptômes, etc. C'est une expérience, en fait, une expérience de changement par rapport à sa vie quotidienne habituelle. Donc c'est là en fait qu'on peut commencer à se poser des questions, c'est en fait pourquoi là j'ai plus envie de faire ça, est-ce qu'il y a un truc qui va pas, ou quand l'entourage aussi le dit, là en ce moment j'ai remarqué que tu parlais moins que d'habitude, tu fais moins de blagues, voilà, c'est en fait le truc qui doit alerter, c'est quand il y a un changement par rapport aux habitudes. Maud ? J'ai pas grand chose à dire de plus et mes collègues ont dit des choses très très bien. Peut-être aussi qu'on peut voir le versant inverse, par exemple dans la bipolarité, sur les phases hypomaniaques. Alors, il faut expliquer peut-être que sont les troubles bipolaires. Pardon. La bipolarité, c'est quand on alterne, pareil, je grossis un peu, quand on va avoir alterné les phases où ça va pas du tout, on a une phase dépressive en fait, et les phases où ça va être complètement l'inverse, on va avoir une humeur expansive, et là en fait on va être dans le total inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir moins besoin de dormir, on va avoir plein de projets, on va parler beaucoup, on va avoir plein d'idées tout le temps, on n'a même plus besoin de manger et c'est trop. Et donc là, pour la personne qui vit cette expérience-là, c'est presque agréable parce qu'en fait, on a plein de projets, on a envie de faire plein de choses et donc ça, c'est super. Et en général, la personne ne s'en rend pas vraiment compte. Par contre, en général, à l'entourage, il dit « Oulala, qu'est-ce qui se passe ? T'es pas comme d'habitude. » Et donc là, c'est pour ça où l'entourage est super important, parce que lui aussi, il peut se rendre compte quand là, il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Et là, ça impacte non seulement la personne, mais ça peut aussi impacter les autres, l'aspect social, l'aspect scolaire ou professionnel. Donc il y a aussi ce versant-là. Il y a Pandluche qui dit qu'il y a certaines maladies qui restent honteuses dans la société, par exemple les TCA, je pense que c'est les troubles du comportement alimentaire. Oui, c'est ça. Mais ça se soigne. Pourquoi c'est honteux ? Parce qu'on a une représentation grotesque de la maladie, c'est ça ? Pas spécialement, oui, il y a pas mal de caricatures. Hein. Quand on pense TCA, on pense anorexie. C'est une femme qui est courbée au-dessus, soit qui mange juste une pomme tous les 3 jours, soit une femme, on va dire qu'elle est anorexique, mais en fait, souvent elle souffre de boulimie, elle fait des crises, et ensuite elle se fait vomir ou elle compense par des laxatifs ou par du sport, etc. C'est vrai qu'on a cette représentation-là, en fait, c'est compliqué de s'imaginer qu'un comportement aussi basique que l'alimentation puisse, en fait, se dérégler. Et c'est vrai que c'est ça qui est un peu honteux, c'est de se dire, la personne, elle a ses fonctionnements de base, en fait, qui sont là depuis que les animaux existent. Ça renvoie à son animalité. C'est ça, et de dire qu'il y a le truc de base, le comportement de base en fait de la vie qui permet de rester en vie ne fonctionne plus. Donc c'est vrai que ça reste un peu honteux, mais surtout c'est honteux parce que il y a aussi une autre catégorie de personnes qui est concernée, c'est les hommes. En fait, c'est surtout très honteux pour eux parce que comme c'est associé à une maladie de femme, déjà en soi parler de santé mentale pour un homme et de maladie mentale c'est extrêmement compliqué. Alors si en plus c'est pour dire qu'on a une maladie de femme, c'est doublement compliqué. Mais c'est vrai qu'après au niveau honteux, il n'y a pas forcément que les troubles de santé mentale. Hein. Pour un homme de dire qu'il a des problèmes d'érection, c'est très honteux aussi. Hein. C'est très honteux. D'ailleurs, à la base, et souvent, il y a des problèmes mentaux qui sont à la base. Mais c'est vrai que tout ce qui touche un peu aux fonctions primaires, en fait, la sexualité, l'alimentation, le sommeil, ça diminue l'humanité d'une certaine manière. Un peu ça. Avec Musée, Christelle, vous avez proposé un tuto, c'est faire la différence entre le stress, l'anxiété et l'angoisse. Parce qu'on posait un peu la question dans le chat, c'est quoi la différence entre le stress, l'anxiété et l'angoisse ? Alors la différence. Pose la question à tous les trois. Alors déjà le stress, il peut y avoir du bon stress et du mauvais stress. Déjà le stress c'est pas forcément un truc mauvais. Le stress ça peut te mettre en mouvement, ça peut effectivement t'inciter à tenter des choses. Et après le stress peut se dépasser. Après, on arrive sur le stade de l'angoisse, enfin de l'anxiété, quand en fait on a du mal en fait à dépasser ce stress en fait qui te bloque en fait complètement et qui t'empêche de rentrer en interaction sociale, qui t'empêche effectivement d'accomplir certaines tâches. Et alors là, l'angoisse c'est encore l'échelle en fait au-dessus où là c'est en panique, t'es en panique totale et limite en fait tu commences aussi à avoir des raisonnements qui sont pas logiques en fait, à anticiper des choses qui ne devraient pas arriver.
Donc on a fait un tuto effectivement qui est sur Insta et TikTok de mémoire où c'est juste une simple réglette pour arriver à évaluer de 0 à 10. 10 c'est quand tu es en angoisse et 0 c'est quand c'est hyper cool. Effectivement à évaluer comment tu te sens et aussi comment tu peux régler les situations. Un peu de stress c'est normal ou ça serait bien une vie sans stress? À quel moment le stress ça devient problématique? Petite bloc. Pareil, quand ils changent les habitudes, en fait, quand on évite de faire des choses et qu'on en souffre, en fait, c'est surtout ça, en fait, c'est plus normal à partir du moment où on en souffre. Voilà, le stress, l'anxiété, c'est des émotions, des sentiments qui sont tout à fait normaux, en fait, qui, dans l'évolution, ont permis aussi à notre espèce de se perpétuer, voilà, anticiper l'avenir, ne pas prendre trop de risques, etc. C'est en fait quand il a un impact trop fort et qui provoque une souffrance, en fait. Si on souffre d'avoir trop de stress, il y a quelque chose à faire. Parce que toi, dans les mots bleus, j'ai vu aussi, il y avait un épisode qui s'appelle Le souffle court, phobie sociale, dépression. Touche un peu moins de 10% de la population et qui dit voilà, l'anxiété sociale, ça peut être un enfer. C'est quoi l'anxiété sociale? C'est la peur c'est la peur de sortir de chez soi, en fait, c'est ça? C'est la peur d'être en relation en fait, avec les autres, voilà, de la peur d'être jugé par exemple, la peur que les gens se moquent de soi, que quand on est en société, en fait, les gens préfèrent rester entre eux et nous exclure, etc. Donc en fait, on va pas mal éviter d'aller dans des situations pour ne pas se mettre dans ces difficultés qu'on s'imagine, ce qui fait que à force on va se désociabiliser et finalement c'est une prophétie autoréalisatrice. On a tellement peur d'être exclu qu'on s'exclut soi-même et on finit exclu. Mais c'est vrai que là tu parlais de l'épisode avec Guillaume. Alors, tu peux peut-être raconter ce qu'il y a dans cet épisode d'ailleurs? Bien sûr. Je peux pas le diffuser sur Twitch, c'est une plateforme concurrente, mais c'est pas grave. On va me taper sur les doigts, mais je vous incite à aller voir. Et les modos ont déjà mis le lien d'ailleurs. Ouais. On va mettre le lien de vos trois. Enfin, on va mettre les liens de tout le monde, mais allez voir. Donc le lien est là. Mais là, pour le coup, à cet épisode, c'est avec le youtubeur Popslay qui, lui, en fait, a eu un traumatisme il y a quelques années. Popslay qui devait venir ce soir. Qui devait venir, mais qui est malade. Qui est malade. Voilà, donc il a eu un traumatisme il y a quelques années. Il a subi une grave agression, voilà, avec potentiellement, une intention de le tuer, etc. Et depuis ça, voilà, il a beaucoup de mal, en fait, à sortir de chez lui, à relationner, etc. Et donc, en fait, ça le bloque pas mal. En fait, il y a des périodes où il pouvait plus prendre le métro parce que, voilà, il avait ces flashs aussi, cette peur de se faire agresser. Donc, avec vraiment une composante de stress post-traumatique, mais c'est vrai que voilà, il y a des problèmes relationnels. C'est essentiellement ça, c'est la peur de relationner avec l'autre, de peur que la relation en fait se passe mal entre guillemets et avec l'impact que ça peut avoir justement d'exclusion, d'auto-exclusion en fait. C'est des gens que tu reçois en consultation, Maud? Alors j'en ai une là, comme je travaille avec vraiment des personnes atteintes de schizophrénie. Je vois pas beaucoup de personnes avec des troubles anxieux, mais j'en ai vu une que je suis encore un petit peu aujourd'hui. Elle, pour le coup, c'est intéressant parce que dans l'interaction sociale, ça va, elle arrive à y aller. Par contre, il y a vraiment une notion de performance qui s'ajoute et qui est vraiment uniquement dans le domaine social. C'est-à-dire qu'elle, par exemple, quand elle est dans un groupe, ça va. Par contre, dans tout ce qui est face à face, là, ça va être plus difficile parce qu'elle se sent, c'est à ce moment-là où elle sent qu'elle peut être jugée parce que peut-être que c'est la seule qui peut être jugée à ce moment-là. Et elle est très dans l'auto-observation, à se regarder, se regarder, dans le sens, elle ne se regarde pas comme ça, mais dans le sens où elle est toujours dans l'auto-analyse de ses faits et gestes, de comment elle se comporte, etc. Et ça, c'est assez typique de l'anxiété sociale. Et s'il y en a des gens dans le chat qui, par exemple, en souffriraient, une chose qu'on peut conseiller à faire pour commencer, c'est de se décentrer de soi. En regardant un petit peu ailleurs, ok, je regarde mon interlocuteur, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, je pose une question sur lui, je me concentre sur ce qu'il est en train de me dire, et c'est trop difficile, juste se recentrer sur ce qui se passe, de ce qu'il y a autour de soi. Regardez, voilà, ici par exemple, il y a une télé, ici j'ai des collègues, et puis ici j'ai une bouteille d'eau. Ça permet de se recentrer un peu sur ce qui se passe et de se décentrer de soi. C'est un petit conseil qu'on peut donner pour commencer. Voilà. Est-ce qu'il y a une prévalence, c'est quoi les troubles les plus, statistiquement les plus rencontrés, si je puis dire? Troubles anxieux, mais précisément. Ouais. Mais si on parle de maladies mentales comme on les entend au quotidien, ça va être dépression et troubles anxieux. Mais il y en a un qu'on oublie en fait, une catégorie qu'on oublie beaucoup, c'est qu'un Français sur 3 fume. Le tabagisme, c'est un trouble, c'est une dépendance à une substance, un trouble addictif. Et ça, on l'oublie beaucoup parce que quand on dit aussi un Français sur 5, on oublie en fait ces personnes qui fument parce que quand on fume, typiquement, on va faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire en temps général. On va aller parler des inconnus dans la rue pour demander un briquet. On va essayer de mendier une cigarette quand on n'en a plus. Le dimanche matin, on va être stressé parce que le paquet clope est
est fini. J'ai fait faire quelques étages d'escalier à Maud en allant la chercher. C'est là qu'on se rend compte que là aussi, pareil, il y a un impact, en fait, il y a un gros impact. On a tendance à l'oublier, mais c'est quelque chose, c'est une maladie, en fait, le tabagisme, comme tous les comportements addictifs, on a tendance à l'oublier. Et là, pour le coup, un Français sur 3, on va dire, c'est le plus fréquent, même si c'est très souvent associé aussi à de la dépression, des symptômes dépressifs, voilà, caractérisés ou pas, et des troubles anxieux. Il y a Viville qui dit: ce podcast est excellent, merci beaucoup pour votre épisode sur le burn-out qui m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup. C'est quoi le rôle des proches dans tout ça? C'est un rôle qui est souvent un petit peu compliqué, notamment quand ils sont aidants, ou ça peut être les frères, les sœurs. Est-ce qu'on peut les accompagner? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à ces gens qui sont dans l'entourage de quelqu'un qui souffre? Qui prennent soin d'eux également. Parce qu'effectivement, quand tu vis au quotidien et que tu es vraiment à l'écoute d'une personne qui est concernée par un trouble ou de santé mentale, c'est bien d'être à l'écoute, mais c'est bien d'être aussi à l'écoute de soi. Et donc il y a des associations qui sont très bien, notamment l'UNAFAM et d'autres. Et puis après, je pense qu'en fait, quand on est aidant, on ne peut pas non plus être professionnel de santé mentale. Et je pense que c'est bien aussi d'être doublé par quelqu'un dont c'est le métier, parce qu'effectivement, c'est un métier. C'est pas non plus une vocation, c'est un métier à part entière. Il y a aussi la question de... Parce que vous avez monté vos médias, donc qui viennent remplir une place qui était laissée vacante, il me semble. Hein. Il y a beaucoup de gens qui tentent des autodiagnostics grâce à vos médias aussi, mais aussi sur Internet d'une manière générale, sur des forums. Et en fait, en préparant l'émission, moi j'y vois deux choses. C'est que d'un côté c'est bien et d'un côté c'est pas bien. Mais il y a quand même un côté bien. Que l'autodiagnostic, finalement, peut-être que ça amène à avoir un praticien. Est-ce que c'est une idée imbécile ou... Alors, Ma question, c'est la place des réseaux sociaux et d'Internet dans tout ça. Oui. Et je crois que la réponse est un oui, mais voilà. Mais peut-être pas. La réponse, c'est que l'autodiagnostic, non, c'est jamais une bonne chose. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord. Après, il y a aussi des autodiagnostics parce que, comme tu as dit, il y a une place vacante. Donc là, il commence à y avoir des médias sur la santé mentale, des porte-paroles, des podcasts. Je ne dis pas que vous vous substituez à la parole du médecin. Non, c'est pas ce que je dis. Mais en fait, c'est qu'en fait, il y a aussi de l'autodiagnostic justement parce qu'en fait, la santé mentale, c'est pas accessible. En effet, c'est que c'est pas accessible parce que d'une, ça coûte cher. C'est pas accessible parce qu'il faut du temps avant d'avoir un rendez-vous, et c'est pas accessible parce que c'est un sujet nouveau aussi. Donc ouais, c'est bien et pas bien, et en même temps, heureusement, je pense qu'il y a eu les réseaux sociaux pendant les confinements notamment, parce que ok, ça stigmatise et il y a des dérives parfois, mais aussi ça permet à des gens de se sentir moins seuls et de créer aussi des communautés d'entraide, et moi je trouve ça chouette aussi. Et si je peux rajouter un truc, parce que comme tu disais, la réponse c'est oui, mais mettre comme ça une étiquette d'autodiagnostic, ça peut donner une piste en fait pour aller approfondir avec un professionnel. Là où c'est vraiment problématique, c'est quand ça se substitue, comme tu le disais, à la parole d'un professionnel, d'un psychologue ou d'un psychiatre ou d'un médecin généraliste. Et c'est là que c'est problématique. C'est plus une quête identitaire là qu'on fait en fait. On cherche une étiquette. Et ça c'est beaucoup une grosse mode sur les réseaux sociaux. Twitter, il y a quelques années. C'est intégrer une communauté de quelque chose. On intègre une communauté parce que justement, on ne parle pas de cette notion de normal et pathologique. Souvent, il y a plein de comptes sur les réseaux sociaux qui disent la dépression, c'est symptômes. Sauf que tout le monde se s'autodiagnostiquer, tout le monde peut se reconnaître, avoir moins faim, avoir plus faim, moins dormir ou plus dormir. Tout le monde peut se reconnaître, c'est qu'on n'a pas cette notion de souffrance et d'impact sur le quotidien en fait. Se mettre une étiquette comme ça sur le front. Parce qu'on a découvert une maladie 30 secondes plus tôt dans une vidéo d'un influenceur alors qu'on n'a jamais éprouvé la moindre souffrance par rapport à ça. C'est absurde. Sans qu'il n'y ait pas de souffrance, il ne doit pas y avoir de recherche en fait. Il ne doit pas y avoir de recherche de diagnostic. On peut réfléchir sur soi, voir s'il y a quelque chose qui ne va pas et aller voir un professionnel. C'est le professionnel qui est habilité à donner un diagnostic, et le diagnostic, il ne sert que s'il y a une prise en charge derrière. Parce que savoir qu'on a une maladie qui est incurable, ça met une étiquette, mais on fait quoi derrière s'il n'y a pas de prise en charge? Donc c'est vraiment ça le double tranchant du diagnostic aussi, c'est que ça peut permettre à certaines personnes de s'identifier, de se retrouver moins seul, mais de l'autre côté, attention, ça reste comme une étiquette qui reste à vie. Maud, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? J'ai rien de plus à ajouter, parce que je pense que c'est vraiment l'essentiel qu'il faut retenir. Parce que voir quelqu'un. J'ai une question dans le chat aussi de Chamou95, salut Chamou, qui dit bonjour, j'ai une question donc sur l'aide que les proches peuvent apporter. Y a-t-il des risques à ce que deux personnes atteintes de troubles soient des supports principaux l'un à l'autre? Et entre parenthèses, elle met des troubles dépressifs pour l'un et bipolaires pour l'autre, par exemple. En fait, pour moi, tout n'est pas noir ou blanc.
C'est-à-dire qu'en fait, 2 personnes qui souffrent d'une pathologie, déjà, ça peut arriver qu'au bout d'un moment, quelqu'un a une pathologie, que quelqu'un en développe une plus tard. C'est pas pour autant qu'on va se quitter pour ça, déjà. Après, il faut faire attention parce que du coup, ça peut être bien pour se tirer vers le haut dans le sens, allez, je consulte quelqu'un, il faut que je me fasse aider. Toi aussi, essaie de faire pareil, on se soutient, très bien. Mais dans l'autre sens, il ne faut pas se tirer vers le bas. 2 personnes, par exemple, qui pourraient être en dépression, c'est quelque chose qui peut arriver. Il ne faut pas que l'un s'engouffre dans la dépression de l'autre et que chacun se tire vers le bas. Donc voilà, c'est un juste milieu à trouver et essayer de trouver le positif là-dedans, quoi. Là, il y a un rapport de Santé publique France qui a établi la semaine dernière, qui a été publié la semaine dernière, qui établit que la santé mentale, la prise en charge des troubles de la santé mentale en France, c'était pas encore top. C'est ce que vous constatez, c'est ce que vous rencontrez dans vos pratiques. Si on veut faire un petit état des lieux, qu'est-ce qu'on dresserait comme tableau actuellement ? Pas top. C'est pas top comment ? C'est pas top. Il y a eu des progrès. Parce que effectivement, la santé mentale, on a commencé. Le rapport est pas dézingue pas tout à fait tout, hein, mais il dit qu'il y a eu un mieux, mais que c'est pas foufou. C'est en ça. gros. On va mettre le rapport dans le lien vers le rapport. Ce sera peut-être un petit peu plus précis que c'est pas foufou d'ailleurs, mais c'est un peu l'idée. Mais c'est un peu l'idée. Il y a eu les assises de la santé mentale juste après le Covid, notamment par rapport à la santé mentale des étudiants et étudiantes où ça allait vraiment pas fort. Et donc du coup il y a des assises et il y a Mon Psy, ça s'appelle ? Ouais, Mon Parcours Psy, qui permet en fait, en termes d'accessibilité financière, d'avoir 7 ou 8 séances remboursées de psychologues, des séances de 30 à 45 minutes. Donc, et puis sur l'adressage du médecin généraliste. Et quand on n'a pas de diagnostic psychiatrique, il faut avoir un trouble léger ou modéré. Et si on a un diagnostic psychiatrique ou qu'on prend déjà des psychotropes, on n'est pas indiqué. C'est ça. Donc c'est mieux parce qu'avant il n'y avait rien. Mais ça ne correspond pas vraiment à la réalité du terrain et ça ne couvre pas tout le monde. Qu'est-ce qui vous manque dans vos métiers, vous comme praticiens, l'un et l'autre ? Déjà, je voudrais juste dire... Maud et Michael, pardon, pour ceux qui nous écoutent. Par rapport à mon parcours, mon psy, pour expliquer très rapidement aux gens pourquoi est-ce que nous, en tant que psychologues, on est contre ça et on lutte contre ça, c'est qu'en fait, il faut comprendre que nous, on n'est pas des paramédicaux. On est dans le soin de la santé mentale, mais on n'est pas paramédicaux. Le paramédical, ça veut dire que c'est une personne qui est prescrite par un médecin. Nous, on n'est pas sous l'influence d'un médecin. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec ce parcours Mon Psy, cette pratique-là, à avoir des médecins qui vont prescrire 8 séances de 30 minutes en disant, allez voir un psychologue pour ça. Sauf que nous, c'est nous qui sommes en tant que psychologues habilités à dire si oui ou non il y a besoin d'une prise en charge, quel type de prise en charge, parce que sans rentrer dans le détail, il y a plusieurs prises en charge sur le plan thérapeutique. Et 8 séances, ça ne suffit jamais, quasiment jamais, pour ne pas dire jamais. Ça voudrait dire que, en fait, une personne qui a besoin de soutien psy doit aller voir son médecin généraliste pour lui parler de ses problèmes de santé mentale, alors qu'il n'a pas forcément envie de le faire, pour pouvoir aller en voir un. Déjà que voir un psychologue, c'est difficile. Alors si en plus, il faut passer par un médecin... Et si en plus, c'est le médecin de famille ? C'est ça. Quand t'es jeune, c'est l'horreur. C'est très compliqué. Il y a justement Elidia là, qui dit, alors qui nous salue Elidia, qui nous fait un très long message. Je vais pas tout lire, mais je vais en faire la synthèse. Qui nous salue Elidia, et qui dit personnellement, j'ai beaucoup de mal avec la figure d'autorité des professionnels de santé. J'ai souvent été prise en charge par de très mauvais professionnels. Bon, vous allez vous défendre après. Jamais dans l'hypothèse de diagnostic, toujours dans la psychothérapie, psychanalyse. Et j'ai été en errance médicale pendant très longtemps, alors qu'ayant fréquemment sollicité l'aide de professionnels. Comment on fait pour améliorer le niveau des médecins ? Et je pense que c'est surtout ça qui est intéressant. On peut parler aussi du niveau des médecins, et tisser un meilleur réseau pour mieux orienter dans ces nébuleuses. Le niveau des professionnels, c'est dans toutes les professions. Il y a des gens qui font mal leur boulot et des gens qui le font bien. L'espoir là-dedans, c'est qu'il y a une nouvelle génération de psychiatres qui a une vision beaucoup plus humaniste que la figure d'autorité qui est héritée de la Troisième République, du médecin, c'est le notable local qui doit... Le sachant vertical. Ça change quand même pas mal. Ça change quand même pas mal avec justement cette intégration de toute l'expérience de la personne. En fait, ce qu'on appelle le savoir expérientiel, c'est comment la personne vit au quotidien, ses symptômes, pas juste j'ai ces symptômes, traitement et puis au revoir. Non, c'est comment est-ce que tu vis au quotidien, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as des relations, est-ce que les médicaments tu les supportes bien, est-ce que tu es OK pour continuer à les prendre, ça se développe pas mal. Il y a aussi la réhabilitation psychosociale qui se développe beaucoup. Qu'est-ce que c'est la réhabilitation psychosociale ? Alors c'est une démarche en fait de plus d'accompagnement que de soins en fait, parce que justement à la base
voilà, la pratique aujourd'hui, c'est surtout du soin médical. Là, ça va vraiment être de l'accompagnement psychosocial, voilà, pour la réinsertion, favoriser comment on s'intéresse au projet de la personne. En gros, pas à sa maladie, mais la personne en tant que telle. Parce que proposer à quelqu'un qui a une pathologie grave, on te donne un traitement, tu auras moins de symptômes, mais voilà, qu'il n'y a pas de projet à côté, c'est quoi l'intérêt? Juste d'être chez soi sans symptômes. C'est voilà, s'intéresser à ce que la personne a envie de faire. En fait, ça te donne aussi une porte d'entrée pour la prise en charge, de dire voilà, une personne qui a des gros troubles d'addiction, par exemple au cannabis, lui dire pourquoi tu as envie d'arrêter? J'ai pas envie d'arrêter. Tu veux faire quoi dans la vie? Je sais pas, je veux passer un concours administratif, machin. Ok, mais pour ça, il faut que tu révises, il faut que tu ailles au concours. Donc pour ça, il faut que tu t'en formes. Donc en fait, tu vas arrêter de fumer. Ah ouais, c'est vrai, en fait, j'ai ce projet-là, je veux qu'il s'accomplisse. Donc en fait, ok, on va m'accompagner pour enlever la pathologie qui m'affecte et qui m'empêche en fait d'avancer. Donc il y a tout ça qui se développe aussi, tu pourras en parler mieux que moi, hein, je pense. Mais donc voilà, une approche plus humaniste en fait de la psychiatrie qui a vraiment au cours des dernières décennies été vraiment quelque chose qui a été ancré dans un modèle très biomédical, quoi, avec toute l'obsession des neurosciences pendant 30 ans dont on revient hein, parce qu'on se rend compte que ça n'a pas apporté grand chose en fait en termes de connaissances en fait applicables. Voilà, on sait que c'est des corrélations. Voilà, on met des gens dans un IRM, on se rend compte que en même temps qu'il fait ce comportement, il y a ce truc-là qui s'allume. Mais est-ce que c'est parce qu'il s'allume qu'il y a ce comportement ou l'inverse? Et ça, on se rend compte que aussi finalement, c'est une méthode qui est imparfaite. Hein. Quand on traite des données d'IRM, il y a des modèles à la base qui datent d'il y a des années, qui ont été faits sur 20 patients. Du coup, on formate le cerveau de tout le monde à l'image par ces modèles-là. En fait, c'est problématique d'avoir vraiment tout axé là-dessus, tous les fonds de recherche aussi ont été orientés là-dessus. Tu nous demandais justement ce qui manquait dans notre pratique. Moi, je suis pas praticien, moi je vois pas de patients, moi je fais de la recherche surtout. Et en recherche, ce qui manque, c'est justement des financements pour les approches en fait qui s'intéressent à la personne, s'intéresser à l'objet cerveau. C'est bien pour la neurologie où on voit des choses, il y a des plaques amyloïdes dans Alzheimer et une dégénérescence dans Parkinson. Mais typiquement, là, quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne avec une dépression, il peut y avoir des tendances, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. En fait. On sait qu'il y a des zones qui s'hypoactivent là, qui s'hyperactivent là, mais tu prends 3 personnes qui ont une dépression, tu n'auras pas le même pattern en fait. Donc c'est vraiment s'intéresser au vécu en fait de l'expérience, et ça en fait c'est quelque chose qui est très peu financé. Pourquoi ça bloque encore dans les financements? Parce que c'est pas tangible, c'est pareil, c'est ce que je disais en fait. Il n'y a pas de résultat chiffré, on peut pas dire on passe de 0 à 5. Non. Une expérience d'une personne, c'est quelque chose de qualitatif, c'est quelque chose de très subjectif et c'est pas évaluable en fait en tant que tel. Donc comment est-ce qu'on fait quand des financeurs demandent des résultats? Voilà, quand on donne de l'argent, c'est pour avoir des résultats. On fait comment en fait pour évaluer le résultat d'une amélioration de la qualité de vie, à part en passant par des questionnaires qui eux-mêmes sont imparfaits parce qu'ils évaluent que certains aspects de la qualité de vie. Donc là, c'est ça qui est compliqué en fait, c'est que quand on donne de l'argent, on attend des résultats, mais quand ces résultats-là, c'est pas des chiffres qu'on peut montrer sur des graphiques, c'est compliqué. Et c'est pour rebondir effectivement sur ce qui était dit dans le chat, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas des super relations avec les médecins et les experts effectivement scientifiques, c'est parce que ils sont pas accessibles. Ça a été ton expérience à toi? À moi Non. Non, c'est juste un constat que Qu'est-ce qu'on te rapporte? Est-ce que tu as rencontré souvent? Que j'ai rencontré effectivement, où c'est très descendant. Et dans ce côté tout médical, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la définition de l'OMS. Je disais en déconnant, oui, effectivement, c'est un peu académique, mais c'est hyper important parce que du coup, c'est super intéressant de voir comment le cerveau fonctionne. Mais le cerveau tout seul, en fait, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'humain, en fait. L'humain, il fait quoi? Il vit au quotidien. Et c'est en ça que les projets de réhabilitation, c'est intéressant parce qu'on est dans une démarche holistique, finalement, de la médecine et pas uniquement hyper médicale et après stigmatisante. Il y a Touliette qui nous dit zut, j'ai quitté la recherche en neuro en tant que cobaye car je suis tombé sur ces critiques. J'ai trouvé ça déshumanisant. Je croyais que l'approche galérait à ce qui paraît vers autre chose. Il y a Pandeluche qui dit pendant des années j'ai pris du Prozac parce que ça aurait permis de supporter le quotidien, mais j'ai pas eu d'aide ou d'outils pour essayer de guérir ou au mieux de gérer la situation. Elle faisait la boulimie et elle avait des symptômes dépressifs, Pandeluche. Et c'est pareil, les médicaments tout seuls, c'est aussi ce qui marche, c'est l'alliance thérapeutique, ces médicaments plus le contact humain, effectivement, qui t'accompagne d'un point de vue psychologique. Ouais, c'est très rare que le médicament soit prescrit tout seul. En général, il faut que ça aille avec une consultation, avec un suivi psychothérapeutique. On le sait. Typiquement pour la dépression, on a tendance aujourd'hui à se dire dépression égale antidépresseur. Non, c'est pour les dépressions sévères en fait qu'on prescrit des antidépresseurs. Pour les dépressions légères à modérées, la première intention de traitement, c'est la psychothérapie. Et c'est si jamais la psychothérapie ne suffit pas qu'on ajoute des antidépresseurs. C'est quelque chose qui n'est pas su.
parce qu'en fait, comme tu le disais, les psychologues aujourd'hui ne sont pas pris en charge, ou alors de manière très mauvaise par le dispositif Mon Psy, auquel même pas 10% des psychologues adhèrent, voilà, et à raison. En fait, on fait comment pour une psychothérapie quand on n'a pas les moyens de payer les séances, en fait. Donc en fait, les antidépresseurs, c'est remboursé, et c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'on fait avec un psy pendant une séance ? Qu'est-ce qu'on fait avec un psy ? Quand on est une petite souris dans le bureau du psy. Alors, tout dépend de l'orientation du psychologue. Moi, je travaille en thérapie cognitive et comportementale. Donc, mon approche, elle est basée scientifiquement. Mais en gros, moi, quand un patient il vient me voir, déjà, on fait un bilan pour voir un peu quelle est la problématique. On établit des objectifs ensemble, une fois qu'on a compris la problématique. Et une fois qu'on a mis les objectifs ensemble et que le patient et le thérapeute a bien compris comment est-ce que la personne qui consulte fonctionnait par une analyse fonctionnelle, dans ce cas, on se dit « Ok, moi, je viens pour réussir à faire ça, ça, ça. Je peux y arriver en travaillant sur mes pensées dysfonctionnelles, sur mes comportements et en apprenant à gérer mes émotions. » Une fois qu'on a compris qu'on pouvait agir sur ces 3 axes-là, il y a du boulot, mais ça prend du temps, parfois moins, parfois plus. Attention, on dit souvent TCC égale thérapie brève. Brève ne veut pas forcément dire qu'en 8 séances, c'est terminé. Si ça arrive, c'est très bien, tant mieux. TCC ? Thérapie cognitive et comportementale, pardon. Mais par contre, parfois, oui, ça prend plusieurs mois, parfois plusieurs années, parce que parfois, on arrive à régler un problème et puis on se rend compte qu'en fait, il y en avait peut-être un autre. Et puis, dans une séance, on va travailler sur les pensées qu'on a qui sont dysfonctionnelles, sur nos croyances. On apprend à les assouplir, à les rationaliser. Et puis après, on va apprendre à faire des exercices de respiration pour gérer nos émotions, notre anxiété. Et puis, on va travailler sur nos comportements par de l'exposition. Si j'ai peur des chiens, c'est pas en évitant les chiens que je vais moins avoir peur des chiens. C'est pas si j'ai une anxiété sociale, c'est pas en évitant les situations sociales que je vais moins avoir peur d'être au contact des gens. Donc on apprend à s'y confronter progressivement et puis en général ça fonctionne bien et les gens vont mieux. Alors ça s'adresse à qui par exemple ? Tout le monde. Tout le monde. Même les gens qui vont bien. Parfois on dit aller voir quelqu'un même si ça va bien, ça fait quand même du bien parce que déjà parler à quelqu'un, ça fait du bien. À partir du moment où on a quelqu'un qui est là pour nous écouter, faire attention à nous et qui prend le temps et qui est un minimum empathique, un minimum chaleureux et bienveillant, et pas qu'un minimum bienveillant, vraiment bienveillant, et dans ce cas, ça fait toujours du bien. Et puis c'est comme la santé physique, on n'attend pas d'être effectivement à l'article de la fin pour dire ça serait peut-être temps de consulter. Non, c'est mieux de le faire avant, mais c'est pareil pour le burn-out. En fait, le burn-out, il y en a de plus en plus parce qu'en fait, on attend vraiment le craquage avant de consulter, alors que non, consulter par étapes, généralement, ça permet de faire redescendre la cocotte, quoi. Il y a Vénérable DJ qui nous a rejoint, salut. Et il y a Flouki qui demande est-ce que les TCC vont à l'encontre de la psychanalyse ou c'est différent ou c'est complémentaire ? C'est différent. Moi, je suis pas là pour taper sur la psychanalyse. Je dis ça parce que c'est souvent le cas. Moi, je dis tant que ça fait du bien aux gens. Dans ce cas, c'est OK. La seule chose qu'il faut faire attention avec la psychanalyse, c'est que en général, ça pose problème quand il y a vraiment une pathologie avérée, diagnostiquée. Là, ça peut poser problème. Si vous êtes quelqu'un qui va bien, mais qui a des petits moments où ça va un petit peu moins bien, mais que c'est pas au point où vraiment c'est très sévère, qu'il y a besoin d'un traitement médicamenteux, par exemple, etc., mais que vous avez envie de parler à quelqu'un, parler de votre vie, de parler de votre passé, allez-y, si vous vous y sentez bien. Mais il faut faire attention parce qu'un psychologue n'est pas psychanalyste. Un psychanalyste n'est pas psychologue. C'est pas la même chose. Donc voilà, mais je ne suis pas là pour mettre de jugement. Pardon. Mais je pense qu'il y a un truc à ajouter aussi, c'est que quand on parle de psychanalyse en France, la psychanalyse française est très spécifique dans le monde. On est un des pays, un des derniers pays au monde de la psychanalyse. Il y a Scalabro qui dit que c'est pas une pseudo-science, la psychanalyse. Je pense qu'on appelle science après. Ouais. C'est tout un cours d'épistémologie. Et pardon à nos amis psychanalystes. Mais pour le coup, après, il y a eu un rapport de l'INSERM il y a une vingtaine d'années qui évaluait justement l'efficacité des différentes thérapies. Dans ce rapport-là, le rapport désinguait l'efficacité de la psychanalyse. Les psychanalystes qui sont très puissants en France ont réussi à faire enterrer le rapport. Mais depuis, il y a eu d'autres études plus indépendantes et à l'étranger qui montrent que en fait, ce qui fonctionne dans la psychothérapie, c'est l'alliance thérapeutique et le fait de parler. Donc peu importe l'approche, tant qu'on se sent bien avec son thérapeute et qu'on a l'impression qu'on arrive à collaborer et avancer ensemble, c'est bénéfique. C'est-à-dire que la psychanalyse serait un prétexte.
pas forcément un prétexte, c'est une méthode parmi d'autres. Et quand on regarde ce qui se fait dans le monde, ce qui se développe maintenant, c'est l'approche intégrative, où justement, selon le patient, voilà, on humanise la prise en charge, selon le patient, on utilise les outils des différentes boîtes à outils, que ce soit de la psychanalyse, des TCC, la thérapie humaniste, etc. On prend des exercices de chaque, et on prend en fait ce qui convient au patient, en gros. C'est qu'il ne faut pas avoir cette approche dogmatique et sectaire de moi je fais de la psychanalyse, je fais que de la psychanalyse. C'est très français ça, de dire en fait, moi je m'intéresse à mon patient, qu'est-ce qui lui convient? Est-ce que là il a envie de parler de quelque chose qui lui est arrivé il y a longtemps? Est-ce que là il a envie de travailler sur un schéma de comportement, sur la gestion des émotions, etc. Et en fait, selon la demande du patient et selon les besoins comme ils évoluent, d'utiliser en fait ce qui est approprié en fait à la prise en charge. Moi, Christelle? Alors, à savoir peut-être, excuse-moi si je voulais, à savoir que voilà, quand on veut parler de son passé, souvent on a tendance à dire psychanalyse, parce qu'en fait dans la psychanalyse on analyse le passé, dans les TCC on est plus dans l'ici et le maintenant, donc dans le présent. Par contre, si par exemple il vous est arrivé quelque chose dans votre passé de traumatisant, ça peut aussi se prendre en charge bien sûr par les thérapies cognitives et comportementales ou par une autre approche autre que thérapie cognitive et comportementale ou psychanalyse. Il y a plein de choses qui se font, mais comme tu disais, c'est l'alliance thérapeutique vraiment qui est la plus importante. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, tant qu'on parle à quelqu'un, que ça se passe bien et qu'on se sent écouté, c'est ce qui fait le plus important. Après la technique, c'est secondaire. Et c'est en ça que par rapport à ce côté très médical, effectivement, et médicalisé dont on parlait tout à l'heure, c'est cool que maintenant, voilà, on soit sur une nouvelle génération aussi de professionnels de la santé mentale, parce que voilà, c'est l'humain qui est au centre et c'est pas la discipline. En fonction, effectivement, tu adaptes en fonction de la personne. C'est pas la personne qui a à s'adapter à la discipline, c'est quand même fou. Michael, dans ton livre, tu parles d'errance médicale, d'incompréhension de l'entourage, de sentiments de honte, de déni, de risque suicidaire. Pourquoi on n'arrive pas à avoir une approche normale avec les troubles psychiques, psychiatriques? Ça veut dire quoi, une approche normale? Ouais. C'est une excellente réponse. Une approche bienveillante, peut-être. C'est ce qu'on essaye de faire, justement, Christelle et moi, c'est de promouvoir cette approche bienveillante, positive, de dire avoir une maladie mentale, comme avoir un diabète, en fait, comme tu disais aussi, hein, c'est possible de vivre avec. En fait, c'est une pas approche empathique. C'est ça, c'est pas une catastrophe, c'est pas une catastrophe en soi, c'est pas une condamnation à mort. Souvent, voilà, on pense quelqu'un qui a un trouble bipolaire, il est condamné à mort, quoi. Toute sa vie, il va souffrir, etc. Ce sera jamais possible d'aller mieux, il pourra jamais travailler, jamais être en couple, etc. En fait, quand on a une prise en charge qui est adaptée avec la psychoéducation, la psychothérapie, des traitements, un accompagnement, etc. En fait, on peut aller très bien. Moi, je fais toujours la distinction entre santé mentale et maladie mentale. On peut avoir une maladie mentale et être en très bonne santé mentale, tout comme on peut ne pas avoir de maladie mentale et être en très mauvaise santé mentale. Vous venez de perdre votre conjoint, votre mère ou votre enfant. Vous n'êtes pas en situation d'avoir une pathologie psychiatrique, vous êtes en très mauvaise santé parce que vous êtes en deuil, en fait. Et moi, je fais toujours cette distinction-là de dire on confond un peu tout. Et c'est ce qu'on essaie de faire parce qu'on se rend compte aussi dans la littérature scientifique que promouvoir cette approche bienveillante, de montrer que c'est possible de se rétablir, d'aller mieux, d'aller bien, c'est quelque chose qui fonctionne pour les patients en termes d'accompagnement aussi. En fait, ça donne de l'espoir et l'espoir, c'est le principal moteur du rétablissement. Et de montrer aussi aux proches que on vient d'annoncer à leur fils ou à leur cousin qu'il a un trouble schizophrénique, de leur dire, en fait, j'entends des personnes qui ont une schizophrénie, qui parlent, qui ont un travail, qui sont en couple, qui ont des enfants. En fait, oui, c'est pas une condamnation à mort. Tu vas pas finir, comme on le laisse croire dans les journaux, tueur en série, en prison, je sais pas quoi. Ça donne justement ce qui manquait, en fait. C'est vrai que le premier contact qu'on a avec la santé mentale en général, c'est un fait divers. Un fait divers, machin bidule, schizophrène a tué machin bidule. C'est le premier contact qu'on a. Et le problème, c'est que ce premier contact, en fait, il va ancrer en fait tout le reste. Et après, c'est très difficile de faire changer l'opinion des personnes et l'attitude justement positive ou négative. Et de fait d'apporter ça, de nuancer, de dire, en fait, non, certes, il y a des cas particuliers, mais il y a des personnes sans pathologie psychiatrique qui sont des criminels, des violeurs. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir une pathologie psychiatrique pour être violent et pour être un criminel. Donc voilà, c'est vraiment de dire en fait, une personne qui a un trouble psychiatrique, c'est une personne en fait, c'est une personne. Il y a des personnes méchantes, des personnes gentilles, voilà, comme partout en fait. Et c'est voilà de promouvoir cette approche-là positive de la santé mentale, de dire en fait il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais oui, il faut se détendre en fait avec la santé mentale et la maladie mentale. Enfin, il faut vraiment dédramatiser le truc. Après, c'est aussi parce que c'est méconnu, donc du coup démocratisé. Et après, c'est bien aussi qu'au-delà des médias, etc., comme nous, c'est bien qu'il y ait aussi des personnalités qui prennent la parole sur le sujet pour dire en fait que ça arrive effectivement et qu'il y ait des représentations et qu'on ne soit pas que dans le cliché. Donc c'est bien quand il y a des sportives et des sportifs qui le font. C'est bien quand Stromae le fait à la une d'un JT. C'est bien quand Orelsan en parle dans ses albums. Voilà, ça montre qu'effectivement ça concerne tout le monde et ça permet de le rendre le sujet accessible.
Est-ce qu'il y a des pathologies qui se guérissent, d'autres qui ne se guérissent pas? Est-ce qu'il y a des pathologies particulièrement avec lesquelles on pourra vivre toute sa vie, mais avec lesquelles on ne pourra pas guérir? Ou alors vous allez me répondre que chaque cas est particulier, comme on l'a déjà dit. Il y a peut-être des grandes familles qui se distinguent tout de même. C'est un peu peut-être pour rassurer les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui se sentent peut-être un peu seuls avec leur souffrance. Chaque cas est différent, ça c'est sûr. Après, il y a des groupes de pathologies, par exemple les troubles neurodéveloppementaux, par exemple la schizophrénie en est un. Là, on parle de rémission. On parle de rémission quand la maladie, les symptômes de la pathologie ne sont pas observés par la personne ou par l'entourage pendant une période de plus de tant de mois. Ça, c'est la rémission. Mais en fait, on ne parle pas de guérison parce qu'en fait, la personne elle a cette vulnérabilité en elle et s'il y a un stress qui arrive, c'est le modèle vulnérabilité-stress, il y a une possibilité que la pathologie réapparaisse. Mais finalement, il y a aussi des pathologies où, par exemple, on peut avoir une anxiété sociale à un moment donné et puis ne plus jamais en avoir. On peut avoir... j'allais parler des TCA, ce qu'on en a parlé tout à l'heure. Par exemple, avec l'anorexie mentale, il y a aussi ces deux visions. Il y a des gens qui disent si moi j'en ai guéri, et je peux vous assurer qu'on peut en guérir. Et du coup, c'est un grand message d'espoir pour les personnes qui en souffrent et qui galèrent à réussir à sortir de ça. Et puis, vous allez avoir des professionnels de santé ou d'autres personnes qui disent non, il y aura toujours un petit truc qui restera. Donc, il y a des grandes pathologies où on sait que c'est chronique. Puis il y a des pathologies, tu me diras après si je me trompe, où pour le coup, là, on peut peut-être en guérir, peut-être. C'est vrai que ce qu'on utilise souvent comme mot, c'est pas vraiment guérison, hein, tu l'as dit, c'est plus rétablissement dans les pathologies chroniques. Ça veut dire justement, comme tu le disais aussi, vivre avec, en fait, réussir à vivre avec son trouble, comme on vit avec un diabète. Par exemple, on peut avoir un diabète toute sa vie, on fait ses piqûres d'insuline, on fait attention à ce qu'on mange, on fait un peu d'exercice, et puis en fait, on est juste une personne normale qui se trouve avoir un diabète et qui a un traitement pour une pathologie chronique. En revanche, oui, il y a des pathologies qui peuvent disparaître, les troubles dépressifs, souvent, pas forcément, mais la plupart du temps, une dépression, ça se guérit, ça disparaît, et ça peut ne jamais réapparaître, parce qu'on sait aujourd'hui que, en sortant du modèle biomédical, il y a des influences à la fois biologiques, donc ça peut être des vulnérabilités génétiques, par exemple, des variables psychologiques, ça va être par exemple le mode d'éducation qu'on a eu de ses parents, les schémas de pensée, etc., et une composante sociale, en fait. Comment est-ce qu'on est inséré dans la société? Est-ce qu'on a un travail? Est-ce qu'on a un entourage bienveillant? Et on peut garder cette vulnérabilité, par exemple, génétique, à être plus sensible, à développer une dépression. Mais s'il n'y a pas les facteurs aussi à côté, si on a réussi à travailler en thérapie, par exemple, certains schémas de pensée, etc., et qu'au niveau social, tout va bien, ça va peut-être jamais revenir. Tu parles de schémas de schémas de pensée, pardon. Très concrètement, tu penses à quoi? Je laisse répondre. C'est en gros les croyances dysfonctionnelles qu'on a. On en a tous. Et puis parfois, elles posent plus de problèmes que d'autres. Et en fait, on peut tous travailler sur nos croyances dysfonctionnelles et les rendre plus rationnelles. Tout simplement. Pardonnez-moi. Il y a Plumette qui pose la question, et j'allais y venir, ça tombe bien. Salut Plumette, et merci pour ta question. Qui dit quelle est la prise en compte des employeurs actuellement des maladies mentales en France? Donc elle pose la question en fait de la place des maladies mentales dans l'entreprise et du rôle peut-être que peut jouer l'entreprise, alors que peut causer l'entreprise peut-être aussi, mais aussi que pourrait jouer la maladie mentale. On a un médecin du travail, mais en fait il vous parle rarement de maladie mentale. Il vous parle rarement, le médecin du travail. Vous le voyez... Parfois, quand vous avez de la chance avant l'embauche, la plupart du temps c'est 6 mois après, voire 1 an après, et quand vous le voyez, c'est pas forcément un médecin du travail d'ailleurs, la médecine du travail a été dépiautée comme la médecine scolaire, vous voyez quasiment plus jamais un médecin du travail, vous voyez, je crois que les aides-soignants peuvent maintenant faire des consultations de médecine du travail, les infirmiers, donc pour parler de psychiatrie, de maladie mentale, c'est compliqué, surtout la consultation elle dure 5 minutes, hein. Est-ce que vous êtes assis devant un bureau, est-ce que vous avez une exposition à des produits nocifs, etc. Ok, apte au travail. Et donc c'est vraiment compliqué. Après, il y a un effet de mode aussi qui fait que pas mal d'entreprises maintenant développent des programmes en interne où on recourt à des sociétés externes. Il y a des sociétés santé mentale au travail qui se développent. Après, il y a toujours la question, est-ce que les salariés l'utilisent en fait? Certes, c'est bien de mettre à disposition, mais comment est-ce qu'on garantit, comment est-ce qu'on s'assure que ce soit vraiment utilisé, cette fourniture de ressources? Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que l'obligation de protection de la santé du salarié, elle existe depuis 20 ans dans la loi, et ça comprenait santé physique et santé mentale, mais on le découvre maintenant.
Mais après, ouais, effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent le sujet à bras corps. Et il y a même des entreprises qui en ont fait effectivement leur raison d'être. Nous, on intervient de plus en plus à musée sur des ateliers de sensibilité, ne serait-ce que pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Vous faites de quelle manière, par exemple? Ne serait-ce que pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, en fait. De quoi on parle quand on parle de santé mentale? Enfin, c'est vraiment de la sensibilisation pour justement dédramatiser ce que je disais tout à l'heure. Et on intervient avec Laure Elisabeth Roussel, qui elle intervient en thérapie brève. À la base, c'est son cœur de métier. Et donc, du coup, on intervient effectivement sur des ateliers avec une quinzaine, vingtaine de personnes. Après, comme dit Mickaël, il faut que ce soit suivi avec derrière des lignes d'écoute, une personne RH qui est mobilisée pour prendre le relais. En tout cas, nous, on fait le premier sas, on va dire. Il y a Chamou qui pose une autre question. Est-ce qu'il existe des lieux de soins multidisciplinaires en consultation externe de manière à faciliter le parcours des patients à l'accès aux soins? Dans les centres de réhabilitation, en général, il y a pas mal de professionnels différents. Il y a des assistants sociaux, il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des ergothérapeutes. Il peut y avoir tout un tas de professionnels qui peuvent gérer les aspects de la maladie. Mais c'est vrai que c'est encore assez rare aujourd'hui. Il y a des services spécialisés dans certains hôpitaux qui sont difficiles d'accès parce que comme c'est à peu près les seuls en France, il y a beaucoup de gens qui veulent y aller. Donc c'est compliqué. Et puis souvent, c'est dans des grandes villes. Faut pas oublier que la plupart des gens en France l'un des pas dans les problèmes, grosses il me villes. semble, de ce que j'ai lu, en tout cas en préparant l'émission, c'est le problème de l'accès aux soins en réalité. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès aux soins. C'est le problème d'accessibilité, pour des raisons géographiques, pour des raisons financières, pour des raisons de temps aussi. Enfin, effectivement, quand tu travailles 12 heures par jour, que tu habites à 2 heures de ton boulot, tu n'as pas forcément le temps en plus d'aller voir un professionnel de santé mentale. Juste pour rebondir sur les lieux, il y a effectivement ce type de lieux. Après, il y a aussi des lieux communautaires un peu dont on parlait, un peu dans le même état d'esprit dont on parlait. Il y a un lieu qui s'appelle la Maison Perchée, qui est à Paris en physique, mais c'est aussi une communauté en ligne qui parle, qui accueille des personnes schizophrénie, bipolarité, où avec beaucoup de rencontres culturelles et artistiques. C'est assez chouette ce qu'ils font, notamment sur le côté dédramatisé. À Bruxelles, parce que je suis aussi à Bruxelles, il y a aussi un autre lieu qui s'appelle L'Autre Lieu, qui accueille en fait des gens pour faire des ateliers de création de podcasts, du théâtre, et aussi se faire rencontrer les gens qui n'ont pas forcément le trouble psy. Donc il y a quand même de plus en plus de lieux comme ça aussi qui se montent et qui sont culturels. Je vous propose un petit quiz dépression. Cool. Puisqu'il est 18h56 et que l'heure tourne. Je l'ai trouvé sur un site, j'ai un peu copié. Dans le chat, vous avez le droit de participer, mais il faut participer vite. Est-ce que déprime et dépression, c'est pareil? Oui, non, dans le chat, le premier qui répond. 1, 2, 3, personne ne répond. Alors, est-ce que la dépression et la déprime... Ah, il y a Vénérable DJ qui dit non. Ah, si, vous répondez tous, c'est super. Bon, visiblement, oui, super, merci. Merci Adonis, merci Plume, merci Déficient, merci Captain Acab. Vous dites tous non. Alors, la réponse, c'est quoi? Donc, est-ce que déprime et dépression, c'est pareil? La réponse est non. Pourquoi? Il y a un critère de durée, d'intensité. En fait, la déprime, c'est très temporaire, ça n'a pas forcément d'impact sur le quotidien. On va être déprimé, je sais pas, parce que il pleut depuis 3 mois, etc. On va être déprimé, mais c'est pas pour autant qu'on va plus réussir à sortir de chez soi, aller au travail, à avoir des relations avec les autres. La dépression, il y a un critère de durée. Il faut que ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois, qui a vraiment une intensité qui empêche en fait la vie habituelle. Est-ce qu'avec un peu de bonne volonté, on peut se sortir d'une dépression? Vrai ou faux? Allez-y le chat, c'est super, vous adorez les quiz en fait, ça m'amuse beaucoup. Donc visiblement, il faut que j'attende toujours un petit peu. Est-ce que, oui, vrai, non, plutôt non? Bon, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'avec un peu de bonne volonté, on peut se sortir d'une dépression? Alors Réseau, il dit vrai. Et Vénérable DJ, il dit vrai aussi. Mirk aussi dit vrai, et tous les autres vous dites non. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'un peu de bonne volonté, on peut sortir d'une dépression? Non. Pas que. Alors, pas que, oui. Pourquoi pas que? Pas que. Parce que dans tout trouble psychique, il va falloir la motivation de la personne pour se soigner, pour consulter. Donc ça va partir d'une certaine volonté. Mais en fait, dans la dépression, le symptôme, c'est qu'il y a un manque de motivation. Donc c'est un symptôme de la dépression. Donc c'est pas qu'il y a un peu de volonté que tout va s'arranger. Il y a Denise qui disait ça dépend, je suis normand, et Horacio qui dit un monde s'écroule. Comme ça, on t'aura pris un truc, Horacio. Les calmants et les antidépresseurs, c'est la même chose. C'est vrai ou c'est faux?
Je fais les répondre le chat, Mickaël. Oh. Pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est pas pareil? Déjà, calmant, ça veut dire quoi? C'est pas Je pense que c'est des antioxydatifs, j'imagine. Des anxiolytiques, ouais. Les anxiolytiques, pardon. Oui. Ouais, c'est pas du tout la même chose. En fait, au niveau chimique, ça agit pas du tout de la même manière. Les anxiolytiques, ça va agir sur un système qu'on appelle le système GABAergique. Voilà, ça va agir sur l'anxiété. Ils sont presque en situation de crise. Voilà, les anxiolytiques, c'est pas censé être pris sur le long terme. Hein. Ce qu'on oublie aussi souvent, c'est pour les crises, voilà, des crises d'angoisse. Crise d'angoisse, crise d'anxiété, on le prend ponctuellement parce que là, il y a besoin. Et il faut avoir une thérapie. Tu peux peut-être citer quelques anxiolytiques très connus qui vont peut-être faire écho. Bah, tout ce qui finit par Zolam, déjà, en DCI. Après, je ne donnerai pas de marque parce que voilà. Mais pour le coup, les antidépresseurs, c'est complètement autre chose. C'est des médicaments qui sont utilisés pour la dépression, pour d'autres choses aussi. On parlait tout à l'heure de la fluoxétine, le Prozac, voilà, pour le nommer. C'est le seul médicament qui est indiqué dans les TCA. C'est pour la boulimie à haute dose. Et sinon, voilà, pour les troubles anxieux, sur le long terme aussi, on utilise des antidépresseurs, mais ça agit pas sur les mêmes systèmes. Voilà, ça agit plus sur le système de la sérotonine, de la noradrénaline, la dopamine, etc. Donc ça agit pas sur les mêmes systèmes, ça sert pas aux mêmes indications. Et c'est pas les mêmes effets. En fait, c'est pas les mêmes effets, c'est pas la même classe médicamenteuse. Encore une autre petite question. Les antidépresseurs, ça agit. Réponse A, au bout de 2 heures. Réponse B, au bout de 2 jours. Réponse C, après 2 ou 3 semaines de traitement. Durée d'action, enfin, quand est-ce que ça agit les antidépresseurs? Au bout de 2 heures, au bout de 2 jours, après plusieurs semaines, en gros. Le chat. Réponse C, tout le monde est d'accord sur le C. Ouais, 2 ou 3 semaines, et effectivement, c'est la bonne réponse. Un antidépresseur, ça agit au bout de 2 ou 3 semaines. Yes. Il ne faut donc pas arrêter le traitement avant. Ni après, sans en parler à son médecin. Parce que c'était l'objet de ma question 7. Hein. Dès qu'on se sent mieux, on peut arrêter son traitement. Non, on va donc voir son médecin. Je vois que l'heure tourne, il est 18h59, passé de 58 secondes, et je me suis promis de vous libérer à l'heure, d'autant qu'on a commencé quasiment pile à l'heure. Est-ce que c'est le mot de la fin, les amis? Est-ce qu'on aurait oublié d'ouvrir un tiroir dont on pourrait parler maintenant? Moi, je voudrais réouvrir le tiroir, effectivement, de la deuxième ou troisième question du quiz, qui est ce truc où, justement, qui colle un peu à la peau, la santé mentale, genre, c'est bon, ça va passer, un petit coup de déprime, enfin, aide-toi, le ciel t'aidera, enfin, tu vois, ce genre de truc, ou de vieux mantras aussi qu'on peut trouver sur Insta et TikTok. Non, en fait, c'est aussi pour ça, en fait, que la santé mentale est tabou, c'est parce que il y a un gros tabou par rapport à la vulnérabilité. Il faut se détendre par rapport à ça, il faut arrêter d'être dans le tout performatif. Donc ouais, apprenez à vous écouter vous, mais apprenez aussi à écouter les autres. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une équipe, un club de foot au UK, parce que ça va bientôt être le mois de la santé mentale masculine, parce qu'on sait que quand même la santé mentale c'est encore plus un tabou chez les hommes, et ils ont sorti en fait un super clip avec des supporters de foot, justement, tu l'as vu ce clip, qui apprennent en gros à se regarder et à détecter en fait les troubles en fait de santé mentale, et on ne s'attend pas à la fin à laquelle on va s'attendre. C'est assez chouette, je vous invite à le voir. Les modos, vous pourrez peut-être mettre le lien. Comment on pourrait faire pour le retrouver, par exemple? Qu'est-ce qu'il faudrait taper dans Google? Ouais, je pourrais vous l'envoyer, ouais. Bon, on l'enverra tout à l'heure. Ouais, j'ai plus le lien en tête. Mickaël, le mot de la fin. Le mot de la fin, ce que j'aime bien dire, c'est que ça peut aller mieux en fait. Quand on va mal, ça peut toujours aller mieux. Ça ira pas forcément au top, hein, voilà, comme quand on a n'importe quelle pathologie chronique, mais on peut aller bien, on peut aller mieux, et c'est vraiment ça qui m'importe, c'est de dédramatiser en fait vraiment la maladie mentale. C'est une maladie comme les autres. On peut guérir parfois, on peut se rétablir souvent, et c'est vraiment ça. Et c'est vraiment promouvoir cette approche positive en fait de la maladie mentale, de dire voilà, c'est pas une condamnation à mort, c'est une pathologie chronique comme une autre qui permet aussi de faire avancer les choses là-dessus, de dire voilà, c'est pas une catastrophe nucléaire, on peut aller mieux, même avec une pathologie sévère. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce podcast qui promeut en fait le rétablissement, qui est uniquement des témoignages de personnes qui vont mieux et qui vont bien. Il y a Flouki qui nous dit ça peut toujours aller aussi plus mal dans le fond. Il y a Pandeluche qui dit, comme je l'ai écrit, je suis aussi fier d'être atypique, ça devient une force. Et le mot de la fin, je suis pas fou, juste différent, dit Vénérable. Maud, le mot de la fin. Je dirais que la santé mentale, c'est pas quelque chose de linéaire. S'il n'y avait pas de moments où ça va moins bien, on ne connaîtrait pas les moments où ça va bien aussi. Et puis c'est comme dans une rémission pour un trouble psychique, c'est pas linéaire non plus. Il y a des rechutes très souvent, ça fait partie de la guérison, si on peut l'appeler comme ça vulgairement. Et il ne faut pas lâcher les choses, voilà. Et j'ai une page Instagram, psy-tcc-neuropsy, où je vulgarise les troubles psychiques. Et si jamais vous avez des questions, je peux y répondre. Et je parle aussi un petit peu de neuropsychologie.
Voilà. Merci Maud, les modos vont mettre le lien. Tu voulais ajouter quelque chose, Christelle? Ouais, je voulais juste du coup mettre le faire un petit peu de lien pub, c'est le moment. Exactement, de Musae. Donc nous c'est musae-tomorrow.com et les podcasts c'est Musae, il y en a 3. Mais on avait mis le lien, tu sais, déjà dans le oui, chat. Oui, je redis. Et également contenu éducatif Insta et TikTok, mais j'en profite aussi parce qu'on va sortir une newsletter avec Michael, notamment sur les TCA, pas que notamment, à compter de fin novembre justement pour apporter davantage d'informations scientifiques sur le sujet. Merci Christelle, il est 19h, passé de 3 minutes et 31 secondes, c'est la fin de ce stream, merci d'avoir suivi. Merci à nos 3 invités, merci aussi à Cyril à la régie, à Stéphanie, c'est la fin au visuel, merci à Joey qui a fait son flash retour aujourd'hui, qui a remplacé Mathis à la programmation du stream. Pour ceux qui veulent le revoir, le stream, donc, il est dispo dans 1 minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission, sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Vous pouvez aussi continuer la discussion sur Discord. Il y a Julot qui va tenter peut-être de mettre le lien, même si à chaque fois on lui file un mauvais lien, et j'en suis désolé, je vais régler le problème. Pour ceux qui veulent réécouter le stream avec les oreilles, donc vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. On se retrouve demain midi pour le grand stream du mardi, de midi à 14h. On va parler, bien sûr, on aurait pu en parler ce soir, mais notre séquence internationale, c'est plutôt le mardi. Donc on va parler demain d'Israël, de Gaza, du Hamas. On va parler aussi littérature avec la rédac de Mademoiselle, de Star Wars avec les copains de Numérama. On va aussi parler de ce qui se passe après la mort avec l'invité du jour. Mais je vous en dis pas plus. Ce sera donc demain mardi à midi. Pas vraiment de bonheur, mais bien sûr de bonne humeur. D'ici là, bonne soirée à toutes et à tous. Et à demain. Salut.